découpage linguistique, bien entendu, mais enfin, on est obligé de faire des approximations, de redécouper. On s'aperçoit que sur ce chiffre que je vous ai donné, 90, enfin sur les chiffres que j'ai, qui sont des documents non publics de l'éducation nationale marocaine, 90% sont situés en zone berbérophone, c'est-à-dire principalement dans le domaine du Tachfit d'ailleurs, hein, beaucoup moins dans le Rif et beaucoup moins dans le Maroc central. C'est-à-dire qu'on a une situation strictement identique à celle de l'Algérie. Un pourcentage infime de la population scolaire qui reçoit cet enseignement, d'autant plus infime au Maroc que censément cet enseignement est obligatoire, donc personne ne va y échapper. Et deuxièmement, un enseignement à 90% centré à plus, en réalité, parce que j'ai fait des analyses un peu plus fines pour le Maroc, probablement comme pour l'Algérie, à 98-99% centré sur les zones berbérophones, hein, parce que quand on regarde le détail des chiffres pour le Maroc, on s'aperçoit que, par exemple, les 10% qui restent, qui ne sont pas sur des zones berbérophones, sont pour l'essentiel, par exemple, sur le Grand Casablanca. Or, le Grand Casablanca, il y a une énorme population chouette. Donc, on peut subodorer que même là où on est en dehors des zones traditionnelles de berbérophonie, ce sont essentiellement des enfants d'origine berbère qui suivent cet enseignement, qui reçoivent cet enseignement. Enfin, en tout cas, on est dans les 90% sur des régions berbérophones. Hein. Donc, dans les deux pays, au fond, l'institutionnalisation depuis 1995 en Algérie, depuis 2003 au Maroc, et la constitutionnalisation depuis 2002 en Algérie et depuis 2011 au Maroc, ont eu un effet tout à fait marginal, hein, en tout cas tout à fait insignifiant. Je dirais même, pour ce qui est du Maroc, je vous dis, toutes les sources autorisées parlent plutôt d'une régression avec beaucoup moins de postes, etc. etc. Hein. Donc, au fond, la situation a certes changé. Hein. La situation a certes changé, si on se reporte à l'avant 90, si vous voulez. Hein. On n'est plus dans une situation où le berbère est complètement ostracisé, occulté, inexistant, disparu. Mais de là à dire ou à penser que l'institutionnalisation et surtout la constitutionnalisation ait changé radicalement la situation, hein, il est évident que ce n'est pas le cas. C'est évident que ce n'est pas le cas, que la présence de Tamazir reste totalement marginale dans le système éducatif, qu'elle reste totalement confinée aux régions berbérophones, et qu'elle reste de toute façon dans le système global d'éducation tout à fait marginal, puisque c'est un volume horaire extrêmement limité. Tout ceci pour vous dire que personnellement, je ne crois pas un instant que la révision constitutionnelle algérienne qu'on nous annonce changera radicalement les choses. Les choses n'ont changé, n'ont jamais changé nulle part d'ailleurs, c'est pas simplement propre à nos pays, qu'en fonction des rapports de force et de la demande sociale, tout simplement. Ces textes, je dirais, sont des
références qui peuvent être utilisées pour la lutte idéologique, pour le combat, pour la légitimité. Ce sont des éléments de légitimation d'une revendication. De ce point de vue-là, on ne peut pas nier que c'est un argument, que on ne peut plus nous dire, ni en Algérie, ni au Maroc, que la Mazir, ça n'existe pas, que la Mazir est un obstacle à l'unité nationale, des choses de ce genre. C'est un discours qui est fini. Le discours, je dirais, arabiste classique, qui a prévalu pendant 30 à 40 ans en Afrique du Nord, et effectivement, de ce point de vue-là, ne peut plus porter. Mais il est clair que ça ne définit pas, que ces modifications constitutionnelles, dans l'état actuel des choses, ne définissent pas une nouvelle politique linguistique. Et en particulier, ça c'est une donnée fondamentale pour moi, je l'ai souvent formulée, ça c'est un point de convergence fondamental entre l'Algérie et le Maroc. Elles ne reconnaissent pas de droit linguistique particulier aux berbérophones. On est dans une logique patrimoniale, nationale, et c'est l'État central, à travers ses institutions, y compris législatives, qui définit et qui définira ce que sera cette officialité. Il ne s'agit pas de reconnaître des droits aux gens. C'est une donnée fondamentale parce qu'au fond, la survie, si vous voulez, ce que je pense, et toute la sociolinguistique nous l'enseigne, toutes les situations sociolinguistiques comparables nous l'enseignent, c'est que la Mazir est dans une situation de langue dominée, de langue marginalisée, dont les fonctions se sont rétrécies au cours des 50, 70 dernières années. Des fonctions entières, des espaces entiers sont occupés maintenant par d'autres langues, arabe classique, arabe dialectal, français. Je dis toujours, vous êtes pratiquement tous d'origine berbérophone ici, réfléchissez simplement sur les parcours familiaux. Au niveau de vos grands-parents, tout le monde était monolingue pratiquement. Et on arrive à une situation où le monolinguisme pratiquement n'existe plus. Ça veut dire quoi que le monolinguisme n'existe plus? Nos grands-parents étaient quasiment tous monolingues. Ça veut dire que l'arabe dialectal, l'arabe classique, le français, y compris dans les zones berbérophones, occupent des espaces de plus en plus importants. C'est-à-dire que la vitalité même de la langue et ses capacités de se transmettre durablement pour les générations futures est réellement problématique, ou en tout cas de plus en plus problématique. En tout cas, des pans entiers. Les plus âgés d'entre nous avons connu une Kabylie où il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas, etc. Vous allez en Kabylie, tout le monde a son portable, tout le monde a son ordinateur, toutes les familles ont la télé, etc. C'est-à-dire qu'au fond, on est dans un contexte où la pression, la marginalisation du berbère, marginalisation au sens de l'ampleur de ses usages et la diversité de ses usages, de ses fonctions, si vous voulez, est de plus en plus forte. Elle est de plus en plus forte. Dans ce type de contexte, si on ne s'engage pas dans quelque chose qui serait radicalement différent, c'est-à-dire la reconnaissance
claire et nette des droits linguistiques des populations berbérophones à recevoir et à vivre principalement dans leur langue, on est dans une logique, si vous voulez, qui n'arrêtera, où la régression, ou le rétrécissement des usages, il n'y a aucune raison qu'il s'arrête. Les dynamiques sociolinguistiques sont là. L'arabe dialectal est la langue véhiculaire dans toute l'Afrique du Nord. C'est elle qui s'impose. Le français et l'arabe classique, les langues d'élaboration, et les langues de l'écrit et de l'économie, etc. Et on est dans cette situation, si vous voulez, où si on ne passe pas par cette notion de reconnaissance de droit linguistique et de droit à vivre, à avoir une éducation principalement dans sa langue maternelle, je pense qu'on est très mal. Qu'on est très mal pour l'avenir, même si dans les grandes régions berbérophones comme la Kabylie, on ne s'en rend pas très bien compte. Mais je vous dis, il suffit de projeter nos histoires familiales pour voir qu'au fond, on est dans une dynamique de la régression. En n'oubliant pas ce qu'on a trop tendance à oublier, que la structure démographique des pays d'Afrique du Nord a radicalement changé en un demi-siècle. Aux indépendances, tous les pays d'Afrique du Nord étaient à 85% ruraux. On est dans tous les pays d'Afrique du Nord, plus près de 30% maintenant. Donc il y a une inversion radicale. Et on est donc dans une situation où l'exode rural, l'urbanisation, les émigrations de types divers, etc., exposent de plus en plus les berbérophones à d'autres pratiques linguistiques et à la pression d'autres langues qui ont une position beaucoup plus forte dans ce qu'on peut appeler le marché linguistique, si vous voulez. Et de ce point de vue-là, tant qu'on en sera dans une reconnaissance de type patrimonial, c'est la langue de tous les... ça aussi c'est un élément fondamental dans l'analyse qu'on peut faire de la situation et qui est commun à l'Algérie et au Maroc, et j'allais dire entre parenthèses à la France. Le tamazir et le amazir sont posés clairement comme patrimoine de tous les Algériens, de tous les Marocains. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors bien sûr, on peut s'imaginer que c'est positif. Non, ça n'est pas positif. Symboliquement, ça peut être intéressant, mais concrètement, qu'est-ce qu'une langue? Une langue, c'est un système de communication d'une communauté donnée. Point final. En dehors de ça, on est une langue qui n'est pas le système de communication et d'expression culturelle d'une communauté donnée est une langue morte. Il faut être tout à fait clair là-dessus. Donc, affirmer que Tamazirt est le patrimoine indivisible, comme l'a dit le président Bouteflika, comme l'ont dit les experts du gouvernement français par rapport aux langues régionales, affirmer que c'est le patrimoine individu de la nation, ça signifie très concrètement que ce n'est plus le bien des communautés berbérophones et qu'on refuse de leur reconnaître des droits linguistiques particuliers, c'est-à-dire celui de recevoir une éducation principalement dans leur langue. C'est-à-dire qu'à travers tout ce qui se dessine depuis 20-25 ans, on est, je dirais, dans quelque chose j'avais parlé il y a très très longtemps de reconnaissance muséographique. On n'est plus tout à fait dans la reconnaissance muséographique, on est au-delà, on est dans la reconnaissance patrimoniale. Et un patrimoine, ce n'est pas un objet d'usage, c'est un objet qu'on pose. C'est comme ça, c'est Nishwaha. Voilà. Je vous remercie.
ثم ارتفاع مشاكل ثم هني خنوي دونك ثاني